Nouvelle vidéo à la malaisienne ce soir où je réponds à 3 questions qui sont: qu'est-ce que se préparer face aux événements? Que doit-on faire des multirécidivistes criminels coupables de crimes atroces? Comment nous positionner par rapport à l'OTAN? Alors commençons par la première. Qu'est-ce que c'est que se préparer? Alors effectivement, dans ma dernière vidéo, je vous ai posé la question: êtes-vous prêt? Et quelqu'un, un internaute, a produit un commentaire très intéressant que je vais vous lire. Mais il n'y a pas de question sur l'implication personnelle. Étant donné que tout cela est assez imminent, comme vous pouvez l'imaginer, je vous pose la question: êtes-vous prêt? Êtes-vous à votre tâche? Savez-vous ce que vous devez faire le jour J? Quelle est votre fonction? Où irez-vous? Que ferez-vous? Alors, bon, d'une part, c'était pas hier, c'était il y a quelques jours. D'autre part, je dois préciser ici que, bien évidemment, je m'adressais aux personnes qui ne cessent de protester en disant les Français sont des veaux, ils n'avancent pas, ils ne font rien, et donc je leur renvoyais la question: vous-même, êtes-vous prêt? Je ne poserai pas la même question à des gens qui seraient dans l'expectative et réfléchiraient à l'avenir qui nous attend et à se positionner par rapport aux événements. Ceci, ça s'adressait, cette remarque un petit peu impertinente, si vous voulez, cette interpellation que je faisais, s'adressait aux gens qui protestent tout le temps de l'inactivité des Français. Alors, Laurent Barre 7887, vous le voyez à l'écran, pose le commentaire suivant qui est très intéressant. Je ne suis pas prêt du tout, car pour être prêt, il faut devenir lucide et réaliste, avoir préparé sa résistance et s'être organisé pour réagir ou juste agir, s'être équipé et entraîné à, avoir identifié d'où va venir le bazar, quelles sont les cibles, qui représente un danger immédiat, comment le neutraliser, avoir le courage de combattre, savoir se replier, se soigner, prendre soin de ses proches. Et sur le point 4, je suis presque sûr qu'il va tous nous surprendre, ce bazar attendu. On mate la vague qui va s'abattre, mais on néglige le courant de fond qui va nous faire perdre pied. On l'attend du côté de l'État, des institutions, du ravitaillement, des forces de l'ordre, mais je pense qu'il va venir du plus proche de chacun d'entre nous, peut-être de l'intérieur de nous-mêmes en premier. Comme le cancer, nos cellules sont infectées, le virus est dormant. Personne ne se sent touché pour l'instant, et quand ça va se déclarer, l'effondrement intérieur va être mortel pour une grande masse. Je prédis que beaucoup vont se tirer une balle dans le pied avant de soit tuer leur voisin, soit un membre du clan ami, voire de sa propre famille, soit tirer sur l'ambulance, qui est devenue un sport national en France. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Ce week-end, j'ai vu un bac+5, master diplômé, essayer d'allumer un barbecue et tirer à la carabine. Ce n'est pas gagné. Bon, effectivement. Il faut dire maintenant que les masters diplômés, ça vaut pas grand-chose, comme vous le savez, étant donné l'effondrement général. Parce que l'effondrement, ce n'est pas qu'un effondrement politique, c'est aussi un effondrement sur tout le reste de la société, et notamment le plan de l'éducation. Bon, alors je reprends rapidement ce commentaire, et puis ensuite je passe à ma réponse à proprement parler. Alors, devenir lucide et réaliste, sans doute. Je suppose que ce commentaire montre que la personne, elle est déjà pas mal. Avoir préparé sa résistance et s'être organisé pour réagir ou juste agir. Alors ça, j'y viendrai ensuite. S'être équipé et entraîné à, ça dépend de l'option que vous aurez choisie, dont je vais vous parler ensuite. Avoir identifié d'où va venir le bazar, pareil. Quelles sont les cibles qui représentent un danger immédiat, comment le neutraliser. Bon, d'accord, là c'est un homme combattant, qui parle plutôt. Avoir le courage de combattre, pareil. Savoir se replier, se soigner, etc. Bon, là, on est dans le domaine de la réaction plutôt militaire, en tout cas peut-être d'un résistant ou de quelqu'un qui a l'intention de se battre physiquement contre un système. Sur le point 4, je suis presque sûr qu'il va tous nous surprendre, ce bazar attendu. Alors oui et non, pas tant que ça, parce que, bien sûr, la déstabilisation, elle va être multiforme, protéiforme, elle va sans doute prendre très certainement, le visage d'une sédition populaire, de troubles sociaux, de chute de l'autorité publique et de tout ce qui s'ensuit. Ensuite, il y a une question plus existentielle. Comme le cancer, nos cellules sont infectées, le virus est dormant, personne ne se sent touché pour l'instant, et quand ça va se déclarer, l'effondrement intérieur va être mortel pour une grande masse. Beaucoup de gens, donc, vont être
on l'attend de tous côtés, ouais, c'est dans le paragraphe précédent, on l'attend de tous côtés, des institutions, du ravitaillement, des forces de l'ordre, mais je pense qu'il va venir du plus proche de chacun d'entre nous, peut-être de l'intérieur de nous-mêmes en premier. Il va surtout venir, je pense, de l'intérieur des personnes qui sont déséquilibrées, qui vont être surprises, qui ont confiance dans cet état et dans la situation actuelle, qui pensent que les choses vont quand même se maintenir, alors qu'elles elles seront déjà en situation de déséquilibre. Et donc il y aura un décalage entre ce que les gens croiront encore, c'est-à-dire la solidité de l'État et des forces de l'ordre, etc., et la réalité. Et c'est là que les gens, voyant que les choses ne sont pas telles qu'ils le pensent, se trouvent déséquilibrés, en panique, et font n'importe quoi. Alors que les gens qui sont au courant, qui savent que les choses vont se produire, qui sont prêts, eh bien, psychologiquement, voyant les choses arriver, sont bien sûr dans l'émotion du moment, mais sont tout de même moins paniqués et moins sujets à, statistiquement en tout cas, moins sujets à des troubles personnels, à perdre la tête, etc. Bon. Je dis juste un mot sur, j'ajoute un complément sur cette question de l'intérieur de nous-mêmes. Plus vous êtes fort intérieurement, mieux vous résisterez. C'est pourquoi il me semble important, les grands vecteurs de la solidité intérieure, c'est beaucoup d'expérience de la vie. Et donc, plus on progresse en âge, plus on se solidifie, avant d'arriver à un âge où on se fragilise, bien sûr, mais disons que votre vie, vos expériences, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir vécu des choses, d'avoir eu des entreprises, des activités, d'avoir voyagé, tout ça, ça vous renforce. Ensuite, il y a la lecture. La lecture, c'est très important, c'est pour ça que je ne peux que vous recommander les livres que j'ai écrits, modestement, mais qui vous prédisposent à cette situation de demain, puisque ce sont des livres qui vous parlent des choses importantes et qui passent complètement à côté des choses sans importance. Donc, vous y trouverez, je crois, de la nourriture qui vous permettent de faire face aux temps qui viennent. Voilà, il faut se prédisposer de manière intérieure, effectivement. Votre ennemi est peut-être un peu vous-même, bon, ça c'est évidemment la grande question existentielle et philosophique, mais pour autant que vous écoutez mes vidéos et que vous me suivez à peu près, je pense que vous êtes pas mal charpenté intérieurement. Et moi je vous invite à moins perdre de temps dès lors que vous êtes suffisamment solide intérieurement, avec vous-même qu'avec ce qui vous entoure. Et en réalité, c'est ce qui vous entoure qui va vous poser plus de problèmes, je pense. Bien sûr que vous aurez des angoisses, des peurs, vous serez dans certains moments dans la sidération, probablement, la surprise, dans l'expectative, mais je ne pense pas, ceux qui m'écoutent en tout cas, ceux qui participent de cette pensée, ne vont pas se tirer une balle dans la tête. Ça va arriver à ceux qui ne comprendront rien et auront l'impression de tout perdre. Donc qui auront placé leur confiance dans ce système ou dans des choses qui ne méritent pas confiance. Ainsi, s'il y a un virus, comme le dit Laurent Barre, s'il y a un virus au fond de nous-mêmes, je pense que c'est le virus psychologiste. Ne doutez pas de vous à ce point-là. Vous serez solide, parce que vous saviez que les choses arriveraient. Et ça change tout. Quand vous savez que les choses arrivent, vous êtes beaucoup plus fort. Donc ne sombrez pas dans le freudisme et dans toute cette manie qu'on a de passer son temps à l'introspection là où il n'y a pas lieu. C'est de l'extérieur que viendra le danger. Vous voyez, j'étais dans la rue hier matin et j'ai croisé un monsieur qui avait un pitbull en laisse. Et j'étais avec mes petites filles. Et je me suis dit, si ce monsieur, le jour venu, il n'y a plus de police, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de gendarmerie, il n'y a plus rien, parce que soit ils ont fichu le camp, soit ils sont débordés, soit ils ont été assassinés dans leur commissariat ou leur gendarmerie. Il y a une sédition vraiment grave. Les gens sont allés se venger d'avoir une amende, voilà, il n'y a plus de gendarmes. Et puis comme les gendarmes ou les policiers ont pris soin depuis des décennies d'exaspérer la population, ils n'ont trouvé aucune aide à la population. Les gens ne sont pas allés les aider. Voilà, ils se sont retrouvés coincés et certains se sont fait massacrer. Situation classique dans ce genre de configuration. Donc, plus de gendarmes, plus de policiers. Qu'est-ce qui va se passer ? Le gars que je croise dans la rue, si je ne reviens pas, ou si, je sais pas, quelqu'un lui dit quelque chose sur mon compte, il lâche son chien, son pitbull, il va s'attaquer à l'une de mes filles. Vous comprenez ? Donc, ça, c'est des choses que vous pourriez voir en quantité. Des gens qui débarquent chez vous pour piller votre maison, ils ont des barres en fer, et puis ils vont tout casser, ils vont vous taper dessus, ils vont vous tuer éventuellement.
tout ce qu'on voit dans les situations de ce genre. C'est là qu'il faut vous préparer. Alors, je vais reprendre mon propos général et vous faire part de ce que je crois. Se préparer aux événements qui viennent, c'est d'abord distinguer le rôle que vous comptez jouer. Et je pense que vous avez intérêt à y réfléchir dès maintenant. Tout le monde n'a pas vocation à être le résistant qui ira se battre sur le front, en avant-poste. Peut-être que vous en êtes. Et si c'est le cas, on va faire différentes catégories pour essayer de vous aider à y voir clair. Donc, premier cas, vous êtes effectivement un jeune homme, vous n'avez pas de famille, vous êtes disponible, vous avez une bonne santé et vous avez envie d'aller vous battre. Bon, alors dans ce cas-là, effectivement, il faudra faire ce que Laurent Barre nous disait tout à l'heure. Il faut vous préparer, il faut vous entraîner, il faut avoir un bon régime alimentaire, il faut faire du sport, il faut peut-être vous entraîner au maniement des armes, c'est-à-dire vous inscrire dans un club et déjà savoir vous servir des armes de manière basique, au moins. Voilà, savoir vous battre, savoir vous faire discret, vous cacher dans la nature, évoluer, avancer, rejoindre des brigades existantes ou être prêt le moment venu à rejoindre des groupes existants, vous plier à une discipline de groupe, savoir qui suivre, avoir une certaine discipline, donc reconnaître les gens que vous suivriez volontiers et vous défier de ceux en lesquels vous ne pourriez pas avoir véritablement de confiance. Supposons par exemple que dans votre région, un chef de guerre, ancien militaire de la République, républicain acharné, lance son groupe, peut-être que vous n'iriez pas le voir parce que ça reste un républicain et qu'il voudrait rétablir l'ordre, par exemple, face à une menace islamique, mais il voudrait rétablir, je ne sais pas, le régime macroniste ou je ne sais quoi. Bon, donc à ce moment-là, vous ne rejoindriez pas ce groupe-là. Vous rejoindriez plutôt un groupe qui défendrait vos valeurs. Pour un changement, par exemple, de régime. Supposons. Bon. Ou alors vous seriez par exemple un musulman et vous préférez rejoindre un seigneur de la guerre local qui serait un seigneur musulman qui aurait fait ses armes en Syrie ou en Irak ou ailleurs et profitant de la débâcle de la République, eh bien animerait un groupe de résistance et de combat qui serait proprement musulman. Bon, je ne suis pas en train de vous dire quel choix faire évidemment, c'est à chacun de voir en son âme et conscience. Je vous mets simplement face à la situation qui pourrait se présenter. Bref. Quel que soit votre choix, il faut vous préparer pour ça, c'est un rôle spécifique. Et effectivement, ça demande une préparation, un état d'esprit. Je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais vous avez compris. Ça, c'est une catégorie à part entière. Donc à ce moment-là, vous vous préparez pour cela. Si ça n'est pas le cas, peut-être que vous ne participerez pas directement aux événements. Alors à ce moment-là, vous avez deux cas de figure. Soit vous décidez de ne pas du tout participer, soit vous participez de loin. Vous êtes un soutien. Bon, je pense par exemple au cas classique, c'est le cas de la femme célibataire, la dame célibataire. Elle a un enfant ou deux, ou elle n'en a pas, elle ne va pas aller se battre directement, mais elle pourrait soutenir un effort. Bon, dans ce cas-là, vous vous le dites clairement. Vous dites, bon, moi je ne vais pas monter sur les barricades, ou je ne vais pas monter à l'assaut d'un adversaire les armes à la main, c'est pas mon truc. En revanche, je pourrais soutenir par un effort. Bon, dans ce cas-là, vous avez peut-être un potager qui pourrait alimenter des combattants, vous choisissez votre fonction, vous dites, bon, moi je serai aide-soignante, je serai infirmière, je serai ceci, cela, je ferai de la communication simplement, je ferai agent de liaison, vous voyez, ça c'est un état d'esprit particulier. Dans ce cas-là, vous déterminez au fond de vous-même, vous dites, bon, moi, et à ce moment-là, vous vous préparez à de la discrétion, à de la disponibilité, vous essayez de savoir ce qui dès maintenant pourrait aider autrui dans des situations de ce genre. Voilà. Solution suivante, vous préférez être à l'écart de tout cela. Vous ne ferez rien, parce que c'est trop risqué, vous ne vous sentez pas du tout d'attaque, vous avez beaucoup d'enfants autour de vous, enfin vous en avez 3 ou 4, vous ne vous sentez pas en mesure de prendre des risques, de prendre des risques sur votre vie, parce que vos enfants ont besoin de vous, il y a des tas de raisons, ou alors vous n'avez pas la santé, ou peu importe. Il y a des raisons valables à ne pas se battre, et ça n'est pas une honte en soi. À ce moment-là, eh bien, mettez-vous bien en tête que vous ne participerez pas. Préparez-vous au cas où quelqu'un viendrait frapper à votre porte quand même. Un blessé viendrait vous voir, qu'est-ce que vous faites? Il demande à se cacher chez vous, qu'est-ce que vous faites? Préparez-vous. Posez-vous les questions. Et si vous décidez de rester à l'écart de la société, dans ce cas-là, faites ce choix. Attention à ce que vous dites ici ou là, parce que le moment venu, on viendra peut-être vous poser des questions. Et puis, mais là, il y a deux cas de figure, soit vous partez, soit vous ne partez pas. Alors, si vous restez, donc,
Préparez-vous pour des jours qui pourraient être difficiles. Par exemple, en cas de guerre nucléaire, en cas de conflit majeur, il faut que vous puissiez avoir un abri. Donc ça, on en a parlé. Je vous recommande le livre de Gérard Chevrier qui s'appelle La prochaine guerre sera nucléaire, qui vous explique comment survivre à une guerre nucléaire, ce n'est pas du tout impossible. Après un passage un peu difficile, certaines journées un peu compliquées, eh bien, ce livre vous apprend que la radiation diminue progressivement et qu'au bout d'un moment, on peut ressortir et s'en tirer. Bon, donc il vous explique tout ce qu'il faut faire, comment se débrouiller. Donc ce livre, je vous ai mis là, je vous mettrai un lien si vous voulez, mais je l'ai lu, ce livre, c'est un livre pas mal fait et qui est pratique surtout. Voilà, je vous mettrai le lien. Ensuite, il y a le cas du départ. Alors, dans le cas du départ, il n'y a pas que la personne qui souhaite se mêler à rien et qui veut se mettre à l'abri. Moi, je pense que partir est une excellente décision dans un grand nombre de cas, en particulier si on a beaucoup d'enfants. Ce n'est pas parce qu'on part qu'on fuit et qu'on abandonne son pays, au contraire, puisqu'on peut parfaitement partir à l'étranger et soutenir son pays de loin. C'est ce qu'ont fait les émigrés entre 1790 et 1815, puisqu'ils ont commencé à revenir à partir de 1815-1816, après la défaite de Waterloo. Les émigrés à l'étranger ont beaucoup œuvré pour le redressement de la France et ils sont revenus en masse en 1815 pour redresser le pays. Ils ont tellement bien fait que la France s'est redressée effectivement en 5 ans. En 1820, la France avait remboursé toutes ses dettes et repartait dans une économie assez florissante. Bon. Malheureusement, la République est revenue par la suite et tout s'est cassé la figure. Mais en tout cas, en 5 ans, les émigrés qui avaient beaucoup travaillé à l'étranger, qui s'étaient préparés, ont participé de l'effort de restauration nationale. Donc partir, ce n'est pas abandonner son pays. Et on sera d'ailleurs beaucoup plus efficace à l'étranger qu'en restant ici, sous le poids des charges, des obligations et des interdits que vous subissez en Europe occidentale. Donc c'est une très bonne solution et je vous dis que beaucoup d'expatriés français seront des gens qui serviront énormément ce pays après les événements que nous allons vivre, qui sont extrêmement probables. Bien. Donc partir, ce n'est pas une honte et c'est parfois nécessaire. Bon, si vous n'avez pas la santé, si vous êtes trop âgé, si vous avez beaucoup d'enfants et d'autres configurations de ce type, dans ces cas-là, eh bien, le départ est tout à fait normal. Moi, je le préconise. Et d'ici quelques temps, je vous proposerai d'ailleurs de vous suivre, de vous former au départ et de vous donner tous les éléments pour ce faire, vous permettant de réaliser des économies considérables, notamment sur le déplacement de vos affaires, qui, sans cela, vous coûterait très cher. Donc, et puis, obtenir des papiers pour passer la frontière, obtenir une nouvelle existence, un travail, un logement, etc. sur place, dans le pays que vous choisirez grâce à cette formation, puisque c'en est une. Voilà, je prépare avec ma femme, enfin c'est surtout ma femme qui vous formera d'ailleurs, nous avons beaucoup travaillé sur quelque chose qui vous permettra de partir sans renoncer à rien. Simplement, vous vivrez dans un pays libre d'où vous pourrez davantage militer et travailler pour votre pays. Voilà pour les différentes configurations. Donc, si vous voulez, pour moi, pour clore avec ce sujet, pour clore ce sujet, il me paraît nécessaire que vous sachiez quel est votre rôle dans ce genre d'événement. Se préparer, c'est d'abord savoir ce que vous allez faire. Ensuite, c'est effectivement des choses très concrètes à mettre en œuvre. Si vous restez, que vous êtes dans la situation de vous exposer à des événements, des troubles sociaux, et que effectivement vous risquez de croiser le gars avec son chien dans la rue qui pourrait se jeter sur vous, et bien à ce moment-là, réfléchissez-y, comment allez-vous faire pour empêcher ce chien d'aller dévorer vos enfants? Posez-vous des questions très concrètes. Qu'est-ce que vous faites si les gens débarquent chez vous à 10 ou 12 pour casser votre maison? Soyez très concret. Et si tout cela vous effraie, que vous ne vous voyez pas faire face à une meute d'adversaires, et si vous pensez ne pas pouvoir être victorieux dans une telle configuration, dans ce cas-là, songez à autre chose. À vous reculer dans une situation propice, dans un endroit où vous seriez soit en province bien caché, quoique je ne crois pas qu'on puisse véritablement très bien se cacher en France, parce que partout il y a de la délation, soit carrément à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de la CEE, puisque c'est l'ensemble de la CEE qui sera sujette à des troubles. Si vous pensez que je peux vous aider à y voir clair, eh bien si vous voulez... nous pouvons y consacrer ensemble 1 heure, vous me contactez et puis nous parlerons de ces interrogations que vous pouvez avoir. Voilà.
Et puis, puisque nous en sommes là, eh bien, je me permets de vous rappeler que j'ai besoin de vos dons. Merci de bien vouloir y penser. Il y a un lien que vous connaissez peut-être maintenant qui se trouve sous la vidéo, dans le descriptif. Vous pouvez désormais le faire sous diverses formes. Il y a PayPal, mais aussi le RIB est possible, et également les crypto-monnaies. Donc merci beaucoup pour ce que vous pouvez faire en ce sens. Je ne suis pas tiré d'affaire, hein, comme vous le savez, c'est pas très facile. Vous pouvez aussi, plutôt que faire un don, si vous préférez, acheter un livre, hein, donc vous les avez tous là. Vous pouvez acheter l'un de ces livres. Je crois qu'ils vous seront très 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 utiles, très secourables. Ils sont... bon, vous les voyez là. Il y a donc Pensez à coucher de la prison d'Occident, Reinhardt en 3 tomes. Vous devez aller en prison. Aller en prison, ça peut vous servir, sait-on jamais. L'histoire du soir, il y en a 9 tomes, j'en ai mis qu'un seul ici, mais il y en a, qu'est-ce que je vous dis 10 tomes même. Il y a 10 tomes comme ça, pour les enfants, l'histoire du soir. Et puis un livre que je n'ai pas encore montré au public, que j'ai écrit également en prison, qui s'appelle Mort d'un soldat allemand dans un chef-lieu de canton, et qui, je crois, va faire pas mal de bruit. Ça promet. Ça raconte l'histoire d'un soldat allemand dans l'une de nos chères provinces pendant la guerre, et d'un point de vue qui a été complètement occulté par l'histoire officielle. Donc bon, c'est un brûlot, je le reconnais, et vous allez voir que c'est pas mal. Donc si ça vous intéresse, à l'occasion, si vous voulez, je peux même vous l'offrir, si nous consacrons 1 heure à parler de vos questionnements. À ce moment-là, je vous facturerai 1 heure, et puis je vous proposerai ce livre, je vous l'offrirai si vous le voulez. Voilà, il n'est pas diffusé dans le grand public. Voilà. Et puis, bien sûr, s'il vous plaît, partagez, likez et abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Faites un clic sur le like et faites-les connaître, car, bien sûr, j'en ai toujours besoin. Voilà pour cette question de la préparation. On pourrait développer, si vous voulez, dans ce cas-là, on le fera en interview, on pourra en parler davantage. Il y a beaucoup de gens qui ont développé des choses sur le survivalisme, sur les situations de conflit, de chaos. Je crois qu'il va en être de plus en plus question. Et puis, plus prosaïquement, et peut-être de manière plus immédiate, il va se poser la question de savoir ce que vous allez faire prochainement quand le pass vaccinal va être établi, qu'il y aura une obligation vaccinale décrétée par l'Europe, qu'il y aura une carte vaccinale, puisque c'est en cours de préparation. Bon, voilà, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire à ce moment-là quand ils viendront chez vous pour vous vacciner de force? Il faut vous préparer à ça, même si ça n'arrive pas, si vous voulez. Il faut vous préparer mentalement, savoir quelle décision vous prenez. Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous n'êtes déjà plus là? Et si vous êtes là, comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre réaction? Est-ce que vous croyez qu'en leur disant que ce n'est pas la loi, qu'il y a des conventions de ceci, cela, ça suffira? Parce qu'effectivement, il y a des textes. Vous avez parfaitement le droit de dire, oui, j'accepte d'être vacciné, mais je vous demande quels sont les effets secondaires de ceci, cela. Si vous ne pouvez pas me faire une liste des effets secondaires possibles, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas me vacciner. Peut-être, mais peut-être que ce discours ne tiendra pas et que les flics vont dire, mais monsieur, on s'en fout, tout ça, c'est pas le moment, il y a une pandémie, enfin, il y a une épidémie mondiale, donc les questions des effets secondaires, c'est tout à fait secondaire, justement. Pour l'instant, on vous vaccine, on verra plus tard. Et physiquement, ils vous attrapent et ils vous vaccinent avec un médecin. C'est pas du tout impossible. On a vu ce qu'il en était, on a vu ce qu'il en est maintenant du respect du droit des personnes. Il s'est évanoui. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Moi je dis à tous ceux qui ne nous ont pas rejoints, rejoignez-nous parce que nous en parlons et nous donnons un certain nombre de pistes. Enfin, cette petite vidéo, elle est là pour allumer le doute de votre esprit et vous préparer le cas échéant. Bon, alors... question suivante, c'est que fait-on avec les récidivistes coupables de crimes de sang ou de crimes sexuels en particulier, ceux en situation irrégulière? Les prisons sont a priori pleines, me dit-on. Que pensez-vous, la peine capitale, est-ce excessif ou bien à rétablir? Alors, bon, pour moi, la question est, dans le cas d'un état de droit, je pense qu'il est évident que les peines de prison très très longues sont abominables et sont pires que la peine de mort. Beaucoup vous le diront, beaucoup de gens qui sont condamnés sur très long terme vous diront qu'ils auraient préféré être exécutés. Partir sur 15 ans de prison déjà de long, je vous assure que c'est très 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 long. Très 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 long. Enfermé dans une pièce, c'est inhumain en fait, c'est barbare. C'est pas moins barbare que la peine de mort. Et beaucoup de gens vous diraient, moi je préfère le temps. Et puis, la peine de mort est beaucoup moins coûteuse, évidemment, puisqu'un prisonnier c'est cher, hein, c'est tous les jours beaucoup d'argent dépensé par l'État
pour quelqu'un qui a commis, en principe, si c'est la perpétuité, et si c'est une perpétuité juste, s'il est vraiment coupable de ce qu'on lui reproche, c'est un coup pour la société de toute façon. Il me semble qu'il est nécessaire de réfléchir à la restauration de la peine de mort dans un certain nombre de cas, surtout si la personne le demande. Déjà, il y a des gens comme je pense à Christophe Kider qui disent que la prison est un cercueil pour eux et qu'ils préféreraient l'exécution capitale. Le coût en serait moindre évidemment pour la société, et puis c'est un signe puissant qui fait diminuer la criminalité, contrairement à ce que la gauche nous a affirmé, que la peine de mort ne réduisait pas. Si c'est établi, ça amène les gens à se poser des questions avant de commettre des bêtises. Ça n'empêche pas tous les crimes, puisqu'il y a des crimes passionnels, il y a des coups de sang, il y a des choses comme ça. Mais pour ce qui est des récidivistes, là on sort du coup de sang, à part les maladies psychiatriques, maniaques sexuels, etc., ou les tueurs en série. Beaucoup de gens sont dans la préméditation, dans les récidives. Eh bien, parmi ces gens-là, beaucoup, face à la peine de mort, hésiteront avant de passer à l'acte ou renonceront carrément. Donc, oui, c'est salutaire. En fait, la peine de mort, on pleure la mort d'un homme, mais la peine de mort sauve la vie de beaucoup de personnes. Donc elle est tout à fait naturelle et nécessaire. Simplement, ce n'est pas, à mon avis, à la population de décider, puisqu'il y a toujours cette injonction « tu ne tueras point ». Et donc c'est au prince, c'est-à-dire au pouvoir supérieur de l'État, à prendre cette responsabilité, et non pas au peuple. Le peuple n'a pas à être coupable du meurtre d'un condamné. Le meurtre du condamné, c'est le fait du prince, qui prend sur lui, devant Dieu. Il assume devant Dieu cette fonction, et il en rendra compte devant Dieu. Voilà, comme ça on évite d'introduire cette notion dans la population avec des débats qui sont morbides et qui amènent le trouble. La brave dame ménagère n'a pas à être interrogée sur le fait de tuer ou pas quelqu'un. Parce qu'elle va vous dire, non, j'ai pas envie qu'on tue des gens, forcément. Hein, mais elle va vous dire aussi, je veux pas que les criminels tuent mes petits-enfants. Vous voyez, ce n'est pas bien d'introduire des débats comme ça dans les populations, débats dont la population est embarrassée et qu'elle ne peut pas résoudre. Donc c'est aux politiques à prendre la responsabilité. Une fois pour toutes. Donc il faut une autorité. Il faut quelqu'un qui soit là et qui soit un véritable chef et qui dise « moi j'assume ». Donc il y aura peine de mort et pour tel, celui-ci sera condamné. Pour tel, il y a droit de grâce. Puisque le pouvoir judiciaire a décidé que cet homme méritait la peine de mort, c'est que le dossier a été fouillé. Il faut évidemment dans ces cas-là que l'État soit un État fiable et sérieux et que la justice soit digne et répondre véritablement à la vérité. On ne condamne pas un homme à la légère. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais très souvent on croise des gens qui nous disent « moi je suis contre la peine de mort, mais je suis pour dans les cas où il y a vraiment viol de petite fille récidiviste ». Bon, dans ce cas-là, vous êtes pour la peine de mort, c'est tout. On ne peut pas dire que vous êtes contre la peine de mort, mais vous êtes pour dans tel ou tel cas. Si vous êtes pour dans tel ou tel cas, vous êtes pour la peine de mort, c'est tout. Faisons-nous la laine fraîche et ne tournons pas autour du pot. Vous êtes pour la peine de mort, mais bien sûr, dans un certain nombre de cas où il est avéré que la personne a tué et tué à nouveau dans des conditions abominables et de manière préméditée. Il n'y a pas de peine de mort pour les gens qui ont un coup de sang. Avéré. Quelqu'un qui a pris un psychotrope et qui tue sa femme, on ne va pas le condamner à la peine de mort, ni à la perpétuité d'ailleurs. Je précise en passant, d'ailleurs, puisqu'on en est à ce chapitre, que vous avez remarqué dans l'actualité que certains qui avaient assassiné des petites filles, venant de pays du sud de la planète, c'est-à-dire la racaille que ces pays nous envoient et qu'ils ne veulent pas garder, eh bien, en ont pris pour 6 mois et ont été relâchés. Pendant que des militants qui s'opposaient à eux et les dénonçaient, eux prenaient 9 mois ferme. Parce qu'ils ont fait une communication sur Facebook. Donc vous voyez bien qu'on est face à une justice qui n'est pas une véritable justice. C'est une justice partisane, ultra-raciste, favorisant les criminels étrangers, par paternalisme et esprit de supériorité, et condamnant le petit blanc de souche qui défend son pays. Donc c'est une justice raciste. Et cela, nous ne pouvons pas l'admettre. Donc dans une véritable situation où la justice serait digne de ce nom, eh bien, la perpétuité, je crois, serait beaucoup moins fréquemment prononcée, on rétablirait la peine de mort,
On n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un 20 ans en prison, ça ne sert à rien, puisqu'au bout de 2 ans, 3 ans maximum, la personne s'est complètement amendée, j'en témoigne. Au bout de 2 ans, vous avez largement eu le temps de réfléchir à votre problème, et à savoir ce qui était juste et ce qui n'était pas juste. Vous le savez, vous avez payé. En 2 ans, vous avez payé, en fait. Alors pour des crimes absolument atroces et répétés, bon, à ce moment-là, on élimine un danger pour la société par la peine de mort. Je ne vois pas l'intérêt de la perpétuité. Ça me paraît abominable. Évidemment, les gens qui sont pour la perpétuité sont des gens qui ne croient pas, évidemment, en l'au-delà, à la vie de l'au-delà. La personne qui est exécutée, la personne croyante qui est exécutée, elle rejoint une autre vie. Donc pourquoi entretenir quelqu'un à grands frais, à très grands frais, ça coûte très cher, ça mobilise une cellule et du personnel durant toute une existence. Pour moi, c'est une barbarie. Ça n'a pas de sens. Mais les gens qui nous ont vanté l'abolition de la peine de mort ne savaient absolument rien de la prison. Ils ne connaissaient rien à la barbarie que ça pouvait représenter. Ils ont fait larmoyer tout un public sur l'horreur que représentait la mort d'un homme. Ils ont bien sûr négligé ce fait que les familles des victimes pleuraient la mort d'un enfant ou d'un parent. Ils n'ont pas fait larmoyer sur les victimes. Et puis, c'est aussi des gens qu'on retrouve aujourd'hui, et qui l'ont toujours été, très favorables à des guerres qu'ils trouvent justes. Ça les dérange beaucoup moins que des gens meurent par milliers. Par exemple, aujourd'hui en Ukraine, vous avez des opposants à la peine de mort qui n'ont aucun scrupule à se dire favorables à la guerre en Ukraine. Voilà. Donc tout ça, c'est du sentiment à géométrie variable, ce qui ne vaut rien. La prison, sur le long terme, est une chose qui n'est, à mon avis, pas digne, puisque c'est de la barbarie. Il s'agit de résorber ce problème avec une justice plus sévère, mais aussi un temps de prison qui soit beaucoup plus profitable pour la société et pour le prisonnier en même temps. Et là, il y a beaucoup à dire. J'en parle dans Penser à coucher la prison d'Occident. Si le sujet vous intéresse, vous allez voir, je propose pas mal de solutions pour mettre un terme au problème que représente la question de la justice. Et puis, il faut désenclaver cette question aussi du petit monde de la justice, qui est un monde fort clos, et qui croit pouvoir décider à l'écart de la population, à l'écart des hommes politiques et du débat général. Si le public n'est pas censé débattre, enfin en tout cas prendre la responsabilité d'une décision de ce genre, en revanche le grand public doit être en droit de débattre au sujet de la justice qui prend ces décisions, et des politiques qui prennent cette décision, de donner leur avis. Voilà, la population doit être davantage consultée. Voilà. Mais ce n'est pas la population à décider, encore une fois, que tel ou tel doit être condamné à mort, à mon avis. Bien. C'est ce qu'on a vu durant la Révolution, d'ailleurs. La Révolution lynchait des gens, liquidait des gens, et c'est une situation qu'on risque de retrouver, encore une fois, dans la situation de trouble. Bon, voilà pour cette question. Je ne vais pas la développer plus loin, puisqu'il me semble que c'est un vaste sujet, là aussi. Troisième sujet que je vous proposais, l'OTAN. L'OTAN est une organisation extrêmement dangereuse aujourd'hui, et vous avez vu qu'elle a décidé qu'elle s'autorisait de frapper la Russie en profondeur, avec des frappes de missiles, dit M. Stoltenberg, en profondeur, sur le territoire russe. Alors, l'OTAN, il faut le dire, est une organisation qui échappe à tout contrôle. Nous n'avons rien demandé à l'OTAN. Nous n'avons jamais mandaté l'OTAN pour aller faire la guerre à la Russie. Cette organisation fonctionne en parfaite autonomie. C'est en fait le bras armé de Washington, mais n'a aucunement le mandat des peuples à aller déclarer une guerre en Russie. Il faut donc arrêter cette OTAN, et je pense qu'il va falloir la dissoudre d'urgence. En tout cas, il faut y déclarer une guerre politique et exiger sa dissolution. Ces gens sont des gangsters, des assassins. Ils décident d'étendre la guerre sur le territoire russe. Donc ce monsieur Stoltenberg, Jens, il faut le faire arrêter, le mettre sous les verrous et le juger pour provocation à la guerre et au crime. Il faut le mettre sous les verrous et les différents responsables de l'OTAN également. Et puis dissoudre cette organisation qui est une organisation mafieuse qui agit par-dessus la tête des peuples et sans aucune espèce d'autorisation, pas même des gouvernements des pays constituants.
Bloomberg a rapporté que le nouveau Premier ministre britannique avait autorisé Zelensky à utiliser des Storm Shadow pour frapper en profondeur la Russie. Donc cela risque de toucher Belgorod, Voronezh, Kursk, Rostov-sur-le-Don, Sébastopol, etc. Voilà, donc certains individus, à titre privé, alimentent la folie de l'OTAN et veulent absolument embraser la planète. Bien sûr, vous savez pourquoi, on l'a déjà dit, mais évidemment, ils veulent réussir à effacer les dettes occidentales, mettre la main sur les richesses en Russie, contrecarrer la Chine, obtenir qu'on efface les ardoises en Ukraine où il y a eu un certain nombre d'expériences biochimiques, où il y a des réseaux pédocriminels évidemment très 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 avancés, où il y a des essais commis par Big Pharma. Enfin, il y a plein de choses que les Occidentaux ne veulent surtout pas qu'on trouve en Ukraine. Et donc c'est pour ça qu'ils redoutent énormément la victoire russe. Donc ils veulent, et puis encore une fois, ils veulent remettre les compteurs à zéro, puisqu'ils savent qu'ils ont failli en Europe occidentale, que c'est la Bérésina, et avant l'écroulement complet, ils souhaiteraient essayer de se refaire la cerise, si je puis dire, en accaparant les ressources russes et en brandissant face au monde une victoire qui permettrait de remettre le couvercle sur un certain nombre de peuples et de continuer à les exploiter. Alors que Joe Biden continue de provoquer une guerre avec la Russie, les preuves s'accumulent comme quoi le conflit tout entier est destiné à protéger les laboratoires militaires américains qui mènent des expériences biologiques illégales, comme nous l'explique Pearson Sharp. Pour la plupart des Américains, la soi-disant guerre en Ukraine n'a pas beaucoup de sens. Mais lorsque vous commencez à creuser, sous la propagande médiatique qui promeut la guerre et la destruction, vous comprenez alors pourquoi nos dirigeants veulent que l'Amérique donne le coup d'envoi de la Troisième Guerre mondiale. Pour le dire plus simplement, l'Ukraine est l'État profond. Je ne veux pas dire qu'elle en fait partie, je veux dire qu'elle est l'État profond. L'Ukraine ne possède même plus son propre pays. Elle a été achetée et vendue par l'Occident pour l'Occident. Et une marionnette occidentale a été mise au pouvoir pour exécuter les ordres de ses maîtres occidentaux. Le président Volodymyr Zelensky n'est pas le dirigeant de l'Ukraine. C'est un acteur qui a été engagé pour jouer un rôle afin que Washington puisse continuer à utiliser l'Ukraine comme sa propre tirelire de blanchiment d'argent et son terrain de jeu pour les armes biologiques. Ces installations d'armes biologiques et chimiques dont les grands médias ne veulent pas parler. Oui, ces installations existent bel et bien et il y a de fortes chances qu'elles aient même joué un rôle dans l'élaboration du Covid-19. Les journalistes indépendants de clandestines ont dévoilé les preuves sur Twitter, soulignant que toute l'opération avait commencé en 2005. À l'époque, le sénateur Barack Hussein Obama s'était alors rendu en Ukraine avec le sénateur Richard Lugar pour inspecter d'anciennes installations d'armement soviétiques. Mais en réalité, les États-Unis prenaient le contrôle de ces installations d'armes biologiques ultra secrètes, dotées d'un arsenal complet d'armes nucléaires et chimiques des plus meurtrières pour la planète. Pendant une quinzaine d'années, des recherches ultra secrètes du gouvernement américain ont été menées dans ces laboratoires sans aucun contrôle ni obligation de rendre des comptes. C'est ainsi que Joe Biden et son fils Hunter ont pu mettre un pied dans la société Metabiota. La société de Hunter, Rosemont Seneca, a en effet investi $1,5 million dans la société de recherche sur les pathogènes Metabiota qui travaille en Ukraine, en plus des millions de dollars supplémentaires qu'il a obtenus par l'intermédiaire d'autres sociétés telles que Goldman Sachs. La situation a atteint son paroxysme en 2014 lorsque le régime d'Obama, y compris la CIA et la secrétaire d'État adjointe Victoria Nuland, ont renversé le gouvernement démocratiquement élu de l'Ukraine en provoquant une guerre civile. Un appel téléphonique qui a fait l'objet d'une fuite a révélé que Mme Nuland préparait le fonctionnement du nouveau gouvernement ukrainien. I don't think cleats should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. En 2022, Washington a nié avec véhémence qu'il y ait eu des laboratoires biologiques en Ukraine ou que les États-Unis aient eu quoi que ce soit à voir avec eux, se moquant de ceux qui remettaient en question le récit et qui n'étaient rien d'autre que de sales théoriciens du complot. Yeah, but can you explain to us has there been any relationship between the We are not developing biological or chemical weapons inside Ukraine. It's not happening.
Mais cette histoire n'a pas tenu longtemps et la bonne vieille Victoria Nuland, sous la pression du sénateur Marc Rubio, a fini par craquer et admettre que oui, il y a effectivement des laboratoires d'armes biologiques en Ukraine. Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. So these labs are so dangerous, in fact, that the State Department... Ces laboratoires sont donc si dangereux que le département d'État est terrifié à l'idée que les Russes puissent mettre la main dessus. Soyons clairs, la Russie a tiré la sonnette d'alarme. Non seulement ces laboratoires existent, mais ils produisent des armes biologiques à la demande de la famille criminelle Biden. During the military operation in Ukraine, Au cours de l'opération militaire en Ukraine, le personnel russe a acquis plus de 200 000 documents, matériaux de référence et d'analyse et a interrogé des témoins et des participants au programme biologique américain. Ces documents ont confirmé que le Pentagone avait l'intention de créer une arme biologique et de la tester sur la population de l'Ukraine et d'autres pays situés le long des frontières russes. Après le renversement du gouvernement ukrainien par l'État profond en 2014, Joe Biden s'est rendu dans le pays plus de 13 fois et Moscou a prévenu que M. Biden devait expliquer l'implication de son fils dans ces laboratoires. Nous pouvons confirmer que le régime en place est engagé dans des programmes biologiques militaires financés par les États-Unis d'Amérique. Il est impossible que ces programmes aient été utilisés au profit de la science et de la paix, car ils ont été financés par le ministère américain de la Défense, le Pentagone et Joe Biden, qui doit s'expliquer officiellement devant la communauté mondiale sur les programmes menés en Ukraine. And as it turns out, the Russians were right. Because according to Et il s'avère que les Russes avaient raison, car selon des documents officiels découverts par les enquêteurs, les dossiers de financement du gouvernement montrent que le ministère de la Défense a accordé 370 000 $ au laboratoire biologique en Ukraine pour la recherche sur le Covid-19 en novembre 2019. Pour ceux qui suivent le fil, c'est 3 mois avant que l'OMS décrète officiellement que le virus chinois Covid-19 était une maladie infectieuse. Mais vous ne le trouverez pas maintenant, car le jour même où le conflit avec la Russie a commencé, Zelensky a ordonné la destruction de tous ces documents sur les laboratoires biologiques ukrainiens et leurs liens avec Hunter Biden. Tous nos impôts vont à l'Ukraine, non pas pour lutter pour leur liberté, mais pour payer l'État profond afin qu'ils conçoivent des armes biologiques pour asservir le peuple américain et détruire nos vies. Nous finançons notre propre destruction et sommes accusés de traîtrise et d'antipatriotisme lorsque nous résistons. Comme l'a souligné Clandestine sur Twitter, tous ces agents du mal, Big Pharma, les grands médias, l'État profond à Washington, Zelensky et l'OMS travaillent tous ensemble pour couvrir leurs crimes. La Russie n'est pas le malfaiteur ici, c'est notre propre gouvernement qui l'est. Il se peut même que la Russie ait eu l'obligation de riposter au bioterrorisme que l'Amérique est apparemment en train de mener en Ukraine. Tant que ces criminels ne seront pas traduits en justice, l'argent de nos impôts sera encore dépensé en armes pour détruire l'Ukraine, d'autres vies innocentes seront perdues et les États-Unis se rapprocheront de plus en plus d'une troisième guerre mondiale. Pour One American News, Pearson Sharp. La technique du mensonge massif est une pratique bien connue de l'Occident qui en a usé de même vis-à-vis de l'Allemagne à partir de 1945. Réalisant l'abomination des bombardements alliés sur l'Allemagne, les Alliés ont réalisé qu'ils seraient accusés par la planète entière d'un crime épouvantable. Ils étaient effrayés par leurs propres dégâts. Si vous avez vu Hellstorm, le film, vous voyez à quel point ça a été abominable.
Even had there been any air raid shelters, few would have fled to them, for there seemed little doubt on this cold, yet cheery night, that like the 171 false alarms which had preceded it, this warning, too, would end in nothing. However, instead of the all-clear time later, Dresden heard another sound, a sound similar to a rolling earthquake. As wave after wave of RAF bombers appeared overhead, thousands of bombs tumbled down. Added to the normal payload of high explosives, hundreds of 2- and 4-ton blockbuster bombs slammed into Dresden, obliterating entire neighborhoods. Ancient cathedrals, palaces, and museums were reduced to rubble within seconds. At the railroad station, hundreds of individuals who had refused to leave their highly coveted train seats were blown to bits. At the huge indoor circus, spectators, performers, and animals were slaughtered by blast and hissing shrapnel. Well-marked hospitals were targeted. In the streets, on the sidewalks, atop the bridges over the Elbe River, costumed revelers with nowhere to run were slain by the thousands. Without let-up, the massacre continued. And then the roar above ceased. The explosions stopped and there was quiet once more. Several minutes later, the welcomed silence was broken by the even more welcomed sound of the all-clear signal. What had seemed an all-night trial by fire had actually occurred in just under half an hour. In those 30 minutes, however, one of the world's most beautiful architectural treasures had all but vanished. Fire brigades from surrounding towns arrived. Red Cross workers spread out to help the victims. Families screamed for missing loved ones. For many, the end of the world had seemingly arrived. No one, however, was at all emotionally prepared for what came next. At 1:30 a.m., the earth began to tremble once again. As more than 1,000 bombers roared overhead, a rain of death showered down on Dresden. In addition to explosives, the second wave brought tons of incendiary bombs. In a matter of minutes, the thousands of firebombs ignited the debris and a racing furnace of flame erupted. Unfamiliar with the bombing raids and firestorms, most Dresdeners reacted slowly. Many sought safety in cellars again, not realizing that the terrific heat would transform their havens into ovens. Others ran for safety through the streets, only to become mired in melting asphalt or sucked into the roaring furnace. Copper roofs melted, sending down streams of molten metal upon the people below. Throughout the night, the fiery hell that was Dresden claimed victims by the thousands, by the tens of thousands, and by the hundreds of thousands. The following day, when the fires had cooled, rescue workers went to work. Never would I have thought that death could come to so many people in so many different ways. Sometimes the victims looked like ordinary people, apparently peacefully sleeping. The faces of others were racked with pain, the bodies stripped almost naked by the tornado. There were wretched refugees from the east, clad only in rags, and people from the opera in all their finery. Here the victims was a shapeless slab, there a layer of ashes. Across the city, along the streets wafted the unmistakable stench of decaying flesh. Indeed, of all the hideous scents wafting through Dresden, sulfur, gas, sewage, the heavy stench of cooked flesh blanketed all. What were at first mistaken to be thousands of burnt logs scattered about the streets were soon found to be charred corpses glued to the surface, each reduced to roughly 3 feet. One shape I will never forget
was the remains of what had apparently been a mother and a child. They had shriveled and charred into one piece and had been stuck rigidly to the asphalt. They had just been prised up. The child must have been underneath the mother, because you could still clearly see its shape, with its mother's arms clasped around it. Aware that those in the old city would flee the flames to the open spaces, the RAF had hurled hundreds of high-explosive bombs into the huge Central Park. Here, the slaughter was ghastly. Torn off limbs, mutilated torsos, heads blown from their bodies and hurled away. The nightmare was everywhere. I went down on my knees, trembled and cried. Several women lay there with their bellies burst open, and one could see the babies, for they were hanging half outside. Many of the babies were mutilated. Scenes like that one I saw everywhere, and very slowly one became numbed. One acted like a zombie. The next morning, word spread that survivors should assemble in the city park. As the suffering mass climbed over the debris and the dead, they reached the park as well as the grassy banks of the Elbe. Some found missing loved ones. Most, however, did not. And then, shattering the calm, came the sounds once more. The roar of engines overhead. As U.S. bombers began blasting the rubble to dust, American fighter planes zeroed in on the thousands of refugees at the park, along the river and in other open spaces. Even zoo animals, which had miraculously managed to survive the bombing raids, were strafed and slaughtered. A weeping zookeeper watched as an American pilot chased down and shot his last remaining giraffe. Although the raid lasted only 10 minutes, the Americans returned the next day, and the next, and the next, seemingly determined that not a single living thing should survive in Dresden. One of the horrors for those who had survived the nightmare was recovery of the dead. Initially, bodies were pitchforked onto trucks and wagons and then taken to shallow graves on the outskirts of Dresden. Voilà ce que sont les Alliés et les démocraties. Ce fut un massacre épouvantable. Cela, bien sûr, on ne vous l'a pas enseigné à l'école. Une quantité de villes ont été rasées par les Alliés. Et donc, réalisant leur crime gigantesque, eh bien, ils ont accusé les Allemands de toutes sortes de choses complètement délirantes. Et ils ont donc grossi, ils ont forcé le trait en accusant les Allemands de choses délirantes pour se dégager de toute responsabilité. Or, aujourd'hui, le travail d'historien a montré qu'il y a eu donc une propagande éhontée. Eh bien, aujourd'hui, on recommence. C'est-à-dire que les Russes sont des monstres absolus, ont fait disparaître des enfants dont on sait qu'ils ont plutôt disparu à l'ouest qu'à l'est. À l'est, ils ont été recueillis dans les orphelinats, ils sont retrouvés, on connaît leur identité, alors qu'à l'ouest, on ne sait pas où ils sont passés. Régulièrement, on a des papiers, même à l'ouest, qui parlent d'enfants qui ont complètement disparu. Et puis, propagande de toutes sortes sur des déprédations qu'auraient commis les troupes russes. Enfin bon, on connaît cette espèce d'hyper-inflation du discours propagandiste occidental qui prépare à des événements à venir. Donc ils forcent le trait pour justifier l'entrée en guerre qui est actuellement à l'étude. Chose qui, je l'ai dit, sera très difficile à obtenir puisque l'Occident a perdu les moyens d'agir. Voilà, donc il faut mettre un terme à l'activité de cette OTAN qui est extrêmement néfaste. J'espère, mais j'en suis pas sûr, que Trump y parviendra. Je ne crois pas qu'il y parvienne. Et en fait, le problème avec Trump, c'est que c'est le problème que nous avons. Dans les deux cas, la situation est un peu ambiguë parce que si Trump gagne, bon, s'il ne gagne pas, c'est le camp actuel qui poursuit ses méfaits, mais s'il gagne, il risque de rendre l'Amérique plus forte, et l'Amérique plus forte, c'est une Amérique qui domine le monde quand même, et qui se donne les moyens, après que Trump aurait disparu de la circulation, de pouvoir recommencer ses opérations de conquête et d'annexion. Donc il n'est pas du tout certain que nous ayons à défendre les intérêts de M. Trump aux États-Unis. Pour nous, on a plutôt intérêt à ce qu'un pouvoir faible du type démocrate se maintienne au pouvoir et continue à laminer la puissance militaire et industrielle américaine. Bien sûr, je serais heureux que le peuple américain soit heureux, mais il peut l'être sans l'oligarchie
militaro-industrielle et toutes ces organisations néocons, EPAC, etc., qui sont de véritables mafias, lesquelles sont aujourd'hui empêchées d'agir, enfin limitées dans leur action par la chute des moyens américains. Et cette chute des moyens, ça vient de la mauvaise gestion des démocrates qui n'ont eu de cesse de laminer le pays, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, si vous voulez, on sera satisfait dans les deux cas au moment des élections de novembre, parce que si c'est Trump, eh bien, tout de même, il y aurait une paix en Ukraine, et sans doute qu'on ficherait les Russes un petit peu tranquilles. Probablement que Trump se désengagerait. Et puis nous aurions la joie de voir le camp mafieux démocrate et toutes ces abominables individus là, dont on entend parler depuis si longtemps, les bandes Epstein et compagnie, sur le carreau avec tous leurs médias et toutes leurs organisations qui les soutiennent. Donc ils seraient sur le carreau et nous en serions réjouis. Mais d'un autre côté, encore une fois, Trump, ça peut être le retour d'une certaine puissance américaine, et donc le retour avec une industrie qui quand même, grâce au gaz de schiste, a pas mal survécu, le retour d'un pays qui a toujours régulièrement ses velléités de conquête, d'expansion et de déstabilisation de la planète. Bon, voilà pour ces quelques questions.